Ok. Bon, il est 17h35. On va démarrer et puis de toute manière, les personnes pourront nous rejoindre. Et pour ceux qui sont présents et pour, par exemple, des collègues qui n'auraient pas pu se rendre disponibles, sachez que de toute manière, ça sera en replay. Donc, Alors, juste avant qu'on commence, je vais répondre à la question de Sarah et puis on va débuter. Donc, Sarah, il va y avoir un support qu'on va présenter. Le support, on ne va pas vous l'envoyer après, mais par contre, tout le webinaire va être enregistré. Vous aurez accès gratuitement au replay après. Et donc, vous pourrez tranquillement refaire défiler le fil du webinaire et revoir les diapos. Voilà, voilà. OK. Bon, ben écoutez, je propose qu'on commence. Véro, je te laisse allez, on démarre. la parole. Alors déjà, on voulait sincèrement vous remercier tous et toutes, pour ceux qui sont présents, de vous avoir dégagé du temps pour être avec nous. C'est un véritable cadeau aussi pour nous parce que la situation que nous traversons fait plus loin pour les Québécois, la Guyane et d'autres territoires. C'est compliqué, donc on avait vraiment envie de proposer quelque chose pour nous garder en lien les uns avec les autres. On vous demande aussi ce qu'on a dit plusieurs fois, mais beaucoup d'indulgence parce que c'est une première. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura sûrement des imperfections. On a une petite phrase qu'on utilise et que je vous redirai peut-être pendant la présentation qui dit c'est peut-être pas parfait, mais c'est fait par. Donc, on y a mis en tout cas notre cœur. euh, et, euh, et puis, on se retrouvera à plusieurs temps sur les différents webinaires. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter après ça, Juste sur le deuxième? merci à tous et à toutes d'être là, vraiment. J'ai l'habitude de donner beaucoup de conférences sur le sujet. C'est beaucoup moins stressant d'avoir 300 personnes devant soi que d'être là. C'est une grande première. Donc, comme Véro, on va vous demander beaucoup d'indulgence, mais on va le faire avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœur et d'envie de vous partager plein de choses. Je vais ajouter un tout petit mot pour vous dire que ce webinaire n'est pas vraiment une formation. Plusieurs personnes nous ont dit, ah, il y a une formation gratuite en ligne. On n'a pas prévu de vous faire une formation. Il nous faudrait beaucoup, beaucoup plus de temps qu'une heure, une heure et demie de webinaire pour vous faire une formation en Montessori. C'est plutôt une présentation, une introduction, et on avait à cœur avec Véro de vous présenter la philosophie, l'idée vers quoi on a envie de vous emmener avec Montessori, et puis vous donner envie d'aller voir un petit peu plus loin. Et les autres webinaires donneront aussi plus de détails, des choses qui viendront compléter. Mais voilà, c'est une introduction générale. On a envie de vous emmener un petit peu dans un voyage au cœur d'un autre modèle d'accompagnement de nos aînés. Je te laisse la parole. Alors déjà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, un petit tour de Montessori Lifestyle. Alors, pour certains, vous avez vu que les logos ont un peu bougé parce qu'on a évolué. On est une structure qui proposons des formations et des accompagnements pour l'accompagnement des publics fragilisés, plus spécifiquement sur les personnes âgées. Donc, on propose aussi d'autres supports et des livres. Et ça fait maintenant, cette année, 10 ans qu'on existe. Et on travaille en collaboration étroite avec le professeur Camp. Et donc, Jérôme est le directeur de recherche de l'entreprise et j'ai le cadeau de diriger cette magnifique entreprise. Et puis, pour certains qui sont présents, avec une équipe assez incroyable de fous rêveurs, de colibris, de pépites absolument incroyables. Et Jérôme, si tu peux mettre la photo de ces êtres assez magnifiques, pour certains qui vous amèneront aussi peut-être des commentaires. On a pris une petite photo de nos séminaires, mais voilà, il y en a quelques-uns qui sont représentés, mais tous les autres sont avec nous dans le cœur. Et puis, vous avez sur votre droite Quentin qui pourra amener quelques informations sur les problématiques techniques si vous en rencontrez. OK. Alors, attendez, parce que je me perds dans... J'ai beaucoup de fenêtres ouvertes. Voilà.
Alors, avant qu'on rentre vraiment au cœur du sujet, on va juste poser deux, trois petites choses de fonctionnement qui nous aideront à profiter pleinement de cette heure et demie ensemble. Euh, Vous devez voir en dessous de votre écran Zoom, et si je vois tous les commentaires, les mains levées, et toutes ces choses-là qu'on a là, vous les avez trouvées, les onglets. Et donc, je vous propose de fixer un petit peu un fonctionnement tous ensemble et de réserver l'onglet Q&R uniquement aux questions et d'utiliser l'onglet Q&R pour les questions que vous auriez pendant ce webinaire. Euh, Lorsqu'une question est posée dans l'onglet Q&R, vous allez voir un petit pouce levé, le fameux bouton like qu'on connaît tous qui va s'afficher. Et donc, si c'est une question qui vous semble importante pour vous, je vous invite à cliquer sur le like, ce qui va nous donner des votes pour les questions les plus importantes. Lorsqu'il y aura des questions techniques, Quentin, qui est donc avec nous, que vous ne voyez pas, mais qui est bien présent, se fera un plaisir de vous y répondre directement dans l'onglet Q&R. Il vous répondra à toutes ces questions techniques, si vous avez un problème de son ou d'image. Pour les questions sur la méthode Montessori, posez toutes les questions que vous voudrez. On se prendra 30 minutes, les 30 dernières minutes de notre présentation, pour échanger avec vous sur ces questions. Alors, vous êtes en ce moment près de 200. On ne pourra probablement pas répondre à toutes les questions et c'est là où le bouton like est vraiment important. On privilégiera évidemment les questions qui sont les plus plébiscitées. Donc, n'hésitez pas à utiliser le bouton like pour les questions qui vous semblent importantes. Et puis sinon, nous, on essaiera de répondre à celles qui nous semblent les plus importantes. Vous avez donc l'onglet Converser si vous avez envie de mettre des petits commentaires pendant la présentation, entre vous, pour nous, etc. etc. S'il y a des problèmes de son, vous avez en bas à gauche de votre écran le bouton Paramètres audio. Et puis Quentin pourra vous aider avec l'onglet Q&R si vous en avez besoin. Si vous avez des petits soucis d'affichage, là aussi, la taille de l'affichage des différentes parties de l'écran est réglable. Je vous invite à faire un petit message à Quentin si vous avez besoin d'aide là-dessus. Autre chose, mais je pense qu'on est tous rompus, vu la période confinée, les périodes confinées qu'on vit actuellement, on est tous rompus à l'utilisation de ces technologies. Mais pour rappel, parfois, les visios, il y a des coupures réseau. Le système qu'on a installé ici avec Zoom est très stable. Ça veut dire que si à un moment donné, vous avez une coupure réseau, ne jetez pas votre ordinateur ou l'écran par la fenêtre. Restez calme et zen. Servez-vous un petit verre à boire, faites de la méditation et attendez quelques secondes, ça va revenir. Dernière chose, et la question a été posée, donc je le redis, le replay de l'ensemble du webinaire sera disponible. On est enregistré en ce moment même. On le mettra sur notre site internet. Vous recevrez de toute façon, puisqu'on a vos mails, un mail qui vous informera de sa mise à disposition avec les liens et on en parlera de toute façon sur nos réseaux sociaux également. Voilà pour les petites choses de cadre. Je pense que j'ai fait le tour des choses les plus importantes. Féro, tu veux ajouter quelque chose? Juste, oui, un point vous recevrez tous un mail, pour qu'on puisse, aussi avoir vos retours, sur, ce qu'on aurait amélioré, ce que vous avez trouvé bien, ce qu'on pourrait ajouter. Donc voilà, si, surtout si vous quand vous le recevrez, si vous voulez bien nous répondre, ça nous aidera. Ok. Euh, alors, on est bon là-dessus. On avait encore deux, trois petits mots d'introduction qu'on voulait dire. Je te laisse en parler, Véro. Oui, parce que, donc depuis qu'on travaille avec Cameron, en fin de compte, l'idée c'est aussi de faire une très grande communauté. Donc on a des partenaires qui travaillent avec nous et comme je sais que ce soir, vous êtes certains à venir du Québec, de venir de Belgique, de venir de Pologne, on voulait absolument présenter, nos collaborations, avec Senior Montessori qui, développe la Belgique et donc pour les Belges, qui voudraient par exemple après des formations ou plus de détails, surtout n'hésitez pas à contacter Senior Montessori. Pour les Québécois, vous pouvez contacter, et si vous avez besoin des adresses mail, vous n'hésitez pas à nous envoyer un petit message et je ferai le lien. Monika Stronska qui développe avec merveille Senior Montessori, Centrum Montessori pardon, en Pologne. Et puis bien évidemment le site de Cameron Camp de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis nous, j'ai des Montessori Lifestyle et on travaille aussi bien en France qu'en Suisse et puis sur d'autres territoires. Dernier petit préambule, mais qui nous semblait extrêmement important. On va partager avec vous pendant ce webinaire des images de personnes âgées, des images
des professionnels, des vidéos, des photos, etc. Toutes viennent d'établissements qu'on accompagne depuis un certain nombre d'années et on veut les remercier vraiment pour tous les partages d'images qu'ils nous offrent. C'est une manière, vous le verrez, un outil important pour nous pour montrer qu'un autre accompagnement est possible. Et donc, on veut les remercier vraiment du fond du cœur, y compris pour le travail extraordinaire qu'ils font pour vraiment essayer d'accompagner les aînés en les traitant avec respect, dignité, égalité. Voilà les images que vous verrez. Pensez à ces établissements parce qu'ils font un travail absolument magnifique. Ok, on a terminé nos petits préliminaires, je pense, sauf si tu veux dire encore quelque chose, Véro. Non, c'était pas un préliminaire, c'était vraiment de rentrer dans ce vif du sujet que vous traversez tous, puisqu'on a vu dans les participants que vous êtes pour la plupart des professionnels de l'accompagnement géronto, que ça soit à domicile ou que ça soit en structure. Et l'idée actuelle, il est vraiment de voir le nombre de voix qui s'élèvent pour demander un changement d'accompagnement, pour qu'on propose quelque chose de différent, tant pour les habitants des établissements que les personnes qui vivent à domicile, et puis pour vous, professionnels, afin que le sens soit profond à vos métiers. Et donc l'idée de Montessori, c'est nous sommes dans le courant des approches centrées sur la personne, donc jamais notre message ne sera que nous sommes la solution. Il y a d'autres accompagnements qui sont aussi possibles. L'idée, c'est que à chaque fois, ces courants sont centrés sur la personne pour répondre aux besoins fondamentaux de ces humains, peut-être un petit peu plus fragiles, mais surtout qu'on mette en exergue ces 4 valeurs que nous, on défend, qui sont le respect, l'égalité, la dignité et la confiance dans nos humains. Donc, il va falloir, en fin de compte, que d'une manière collective, on puisse amener à ce changement et à ces réflexions. Et nous, on a trouvé dans Montessori un certain nombre de fonctionnements qui nous permettent d'accompagner un peu différemment nos aînés. Alors, pour commencer ce voyage, le temps passe très vite, hein. Donc, on y va. Pour commencer ce voyage, je vais laisser la parole à Véro pour nous parler d'une grande dame, d'une très grande dame. Et Véro, attention, parce que quand Véro commence à en parler, elle peut tenir très, très longtemps. Euh, Dame passionnante et passionnée, vraiment. Je veux parler de Maria Montessori. Ouais, une vraie femme fascinante. Et 4 minutes pour en parler, mon Dieu, c'est un crève-cœur. Maria Montessori fut une des premières femmes médecins en Italie, à une époque, mesdames, où on n'avait pas le droit de s'inscrire en médecine. Ce qui va montrer aussi tout le tempérament qui va guider les travaux de cette femme. Euh, Elle a, au-delà du travail spécifique qu'elle a dédié aux enfants, une vision beaucoup plus large d'accompagnement de l'humanité différent, pour faire un meilleur demain à l'ensemble des humains, et en travaillant sur un axe de paix. Et pour elle, la paix passerait par l'éducation des enfants. Une femme médecin qui, à la sortie de ses études, s'est inscrite, a fait sa thèse en psychiatrie, ce qui était déjà un choix assez spécifique au 19e siècle, parce qu'elle est née en 1870. Et tout au départ de sa carrière, elle a travaillé à l'accompagnement d'enfants déficients à l'hôpital de Rome, où une des premières choses qu'elle a découvertes, c'était que ces enfants vivaient dans des endroits qui n'étaient pas adaptés, des endroits qui étaient moches, où il n'y avait rien à faire, où il n'y avait pas de stimulation, pas d'objets, pas de jouets, et qu'en fin de compte, un grand nombre de leurs comportements étaient plus dus à cet environnement qui ne leur était pas adapté, plutôt qu'à leur déficit. Un des mots majeurs de Maria Montessori, c'est l'observation. Et ce qu'elle a observé, c'est que ces enfants avaient des tas de capacités et qu'il fallait s'appuyer dessus. Et tout ce que je vais présenter là sur ces 4 minutes que j'ai, surtout essayer de faire la double lecture entre ce que Maria Montessori a proposé et ce que Cameron, que Jérôme vous présentera après, a adapté. Maria, ce qu'elle a voulu faire, c'est de dire, en fin de compte, puisque ces enfants ont des capacités, ben, je vais aller m'appuyer dessus pour leur proposer quelque chose. Une des choses qu'elle a mis en exergue, c'est que déjà, on a un outil absolument incroyable en tant qu'humain, c'est notre main. On apprend en faisant, on apprend en manipulant. Et donc, pour amener ces enfants à avoir un accompagnement pédagogique, elle a commencé à adapter du matériel pour leur apprendre à lire, pour leur apprendre à écrire, pour apprendre à calculer. Et comme Maria avait un axe très scientifique dans sa vision, elle voulait prouver ce qu'elle avançait.
Et donc ces enfants qu'elle a accompagnés sur une certaine durée avec ce matériel, elle les a inscrites à un examen qu'on pourrait comparer à un certificat d'études. Heu, Ce qui a été, révélateur et non pas que pour elle, mais pour l'ensemble, puisqu'on estimait que ces enfants étaient des enfants perdus, ces enfants étaient inéducables. Ils ont réussi l'examen au même titre que des enfants dits normaux. Là est apparue, en fin de compte, une vision totalement différente de notre humanité, c'est que ces enfants pouvaient apprendre. Les résultats ont été tels qu'elle a commencé à être reconnue et donc dans un quartier de Rome qui s'appelait San Lorenzo, qui était un quartier, défavorisé, où des promoteurs avaient envie de réhabiliter cet environnement. On lui a demandé de porter le projet pédagogique d'accompagnement des enfants, en âge non scolarisable, puisqu'à l'époque, les écoles maternelles n'existaient pas, parce que c'était des enfants qui, détérioraient un petit peu leur environnement. Son projet a été de, créer un environnement qui était adapté. On va voir à quel point l'ensemble des principes qu'elle a développés sont fondateurs, c'est-à-dire son axe a été de dire: «Je veux un espace où les enfants vont pouvoir interagir librement avec leur environnement» et donc elle a adapté du matériel, adapté des meubles, heu, pour que les enfants puissent interagir sans avoir besoin de l'adulte. Avec une autre dimension aussi qui était un endroit dans lequel on vit et qui est beau, on en prend soin. Et donc, elle a fait très attention à avoir des plantes, à avoir des photos de tableaux, d'avoir des animaux, à avoir tout ce qui va faire un environnement dans lequel on va se sentir bien. Et une des journalistes qui a découvert ce lieu s'est exclamée en disant oh, mais c'est une vraie maison d'enfants. Et c'est comme ça que cet endroit a été nommé Casai del Bambini, la maison des enfants. Les enfants étaient chez eux. Ce lieu a été la première école Montessori qui a été ensuite dupliquée à travers le monde. Il faut savoir que Maria Montessori, à travers sa vie, a rencontré 3 dictateurs, Mussolini, Hitler, Franco. C'est une femme qui n'a jamais baissé les bras, qui a toujours voulu porter son combat. C'est une femme qui, après la traversée de la difficulté de l'Italie et donc de Mussolini, est partie en Inde, a travaillé avec Gandhi. Maria Montessori est une femme qui a été nominée 3 fois au prix Nobel de la paix. En dehors de cet axe pédagogique et d'accompagnement et de soutien des enfants, il faut savoir que c'était une femme qui était engagée socialement et politiquement. On lui doit, nous, en tant que femmes, beaucoup parce qu'elle a voulu montrer toutes les capacités des femmes à pouvoir tenir les mêmes rôles que les hommes, avoir un engagement pur. Elle avait une petite phrase qui disait «Femmes, levez-vous toutes» en 1906. C'est une C'est une humaine absolument magique et je vous conseille, d'aller lire ses livres, voir les vidéos parce que c'est un guide et dans les difficultés que nous traversons à travers le monde actuellement, je pense qu'on a besoin de leaders et de leaders de cet acabit. Maria Montessori, a voyagé donc comme je vous l'ai dit un peu partout dans le monde. Elle est morte en 1952 et avec une phrase, elle disait: «Je suis une citoyenne du monde, donc vous m'enterrerez là où je mourrai» et elle est morte en Hollande. J'ai fait 5 minutes 45, j'ai pas dit la moitié de ce que je voulais dire, mais maintenant on passe à Cameron. On pourrait faire un webinaire de 3 heures rien que sur Maria Montessori. Euh, alors Cameron Camp est un psychologue américain qui est né, c'est un petit clin d'œil de l'univers où je ne sais pas, ça raconte peut-être quelque chose ou rien, qui est né en 1952, l'année de la mort de Maria Montessori. Cameron travaillait en tant que psychologue auprès de personnes âgées. Il avait un poste de professeur à l'université et ses enfants ont commencé à fréquenter une école Montessori. Et il raconte volontiers combien il a été frappé la première fois où il est entré dans une école Montessori par l'intelligence de l'environnement qui était créé là, par l'intelligence du matériel et le fait d'utiliser et de permettre à des enfants de s'engager dans des activités que normalement ils sont incapables de faire en passant juste avec quelques capacités de base et en étant conscient qu'il y a plein de choses qu'il n'avait pas encore développées. Et pour lui, le parallèle était évident et le pont était évident. Et Cameron a commencé à développer dans les années 90, 90 pour les Belges qui étaient présents, euh, a commencé à essayer d'adapter la pédagogie Montessori, les principes Montessori. Alors, ses débuts, c'était vraiment ses premiers travaux. Ça a été vraiment adapter des activités, très simplement, reprendre du matériel Montessori qu'on trouve dans les écoles et le présenter à des personnes âgées, et puis adapter des activités peut-être plus de l'ordre des personnes âgées
en reprenant les principes Montessori. Et de fil en aiguille, il a poussé les choses de plus en plus loin, jusqu'à vraiment reprendre l'ensemble des principes Montessori, on va en voir quelques-uns aujourd'hui, pour créer un système global d'accompagnement, comme les écoles Montessori sont une vision globale de l'éducation. Un endroit où on pourrait créer quelque chose qui ressemblerait à la maison des anciens, où les personnes âgées seraient traitées vraiment avec respect et dignité, où elles pourraient interagir en communauté. Et puis là, ce qu'on voudrait faire, parce que je pourrais vous parler de qu'est-ce que ça serait la maison des anciens, Montessori, mais l'envie, c'est peut-être de vous montrer un très court exemple en vidéo. Donc, je vous propose un petit exemple en vidéo d'un lieu qu'on accompagne depuis longtemps et qui applique depuis maintenant un paquet d'années les principes Montessori. Et puis, bah, dans Montessori, on pense que c'est souvent les personnes concernées qui parlent le mieux de ce qu'elles vivent. Et donc, vous aurez Geneviève, qui est une des habitantes de cet établissement, qui va vous raconter un petit peu comment se passent les choses. Et donc là, j'ai un moment technique qui me terrorise, mais ça devrait aller, on va voir. Alors non, vous voyez, euh, je reviens à mes diapos, vous m'excusez une seconde. Véro, vous avez bien les diapos là? Oui. Oui. Ok. Excusez, hein, je vous l'avais dit. Alors, voilà, comme ceci. Et voilà. Hop. Alors, attendez, c'est terrible. Excusez-moi pour ce petit truc technique. Alors, je ne sais pas chanter, donc je ne changerai pas pendant cet intermède, Ok. mais ça va arriver. Je veux passer tous mes petits onglets conversés et tout, c'est vos conversations que je vois en avant-plan. Et nous y sommes. Voilà. Allez, je laisse la parole à Geneviève. À la maison de retraite Mathilde Laurent, les habitants participent à l'aménagement de leur lieu de vie. Nous sommes chez nous et nous participons activement à la vie de la maison. Du choix et de la fabrication de la décoration, de la couleur des murs à l'organisation de la cuisine pour qu'elle soit pratique pour nous, en passant par la couleur de la vaisselle et le choix de la peinture. Ok. Alors, Pour ceux qui sont dans le sud et qui peuvent, quand ils pourront circuler, aller à Mathilde Laurent pour découvrir ce qui s'y passe, c'est vraiment, c'est un bel endroit. Il y en a plein d'autres, mais celui-là est un bel endroit. alors, la technique est vraiment pas simple à gérer. Voilà, nous y sommes. Ok. Cameron a fait des travaux de recherche nombreux, publiés dans des grandes revues scientifiques internationales sur ce nouveau modèle. Ce sera l'objet du prochain webinaire où je m'occuperai plus spécifiquement de vous présenter un petit peu ce qui a été démontré, mais avec cette conviction qu'il faut qu'on change quelque chose dans l'accompagnement aujourd'hui et que c'est possible et probablement plus facile en quelque sorte qu'il n'y paraît, et qu'en tout cas, le challenge n'est pas au niveau des personnes qui ont des troubles cognitifs, mais bien d'un modèle à réinventer, d'un modèle global. Et ça me permet du coup d'aborder quelque chose qui me semble vraiment important sur Montessori. C'est l'idée que Montessori n'est pas à proprement parler ce qu'on appelle une thérapie non médicamenteuse. On voit ça dans beaucoup d'endroits, on met souvent dans cette case-là, pas nous qui le demandons. Ce n'est pas une thérapie non médicamenteuse au sens où on garderait le système d'accompagnement actuel des personnes âgées en leur mettant des petites activités à faire de temps en temps pour essayer de leur faire du bien. La méthode Montessori vise vraiment un changement profond dans l'accompagnement, et en ce sens-là, on pourrait parler d'une approche globale et pas simplement un ajout à un accompagnement traditionnel. En ce sens, la méthode Montessori vise plusieurs objectifs en même temps, des grands objectifs qu'on pourrait qualifier d'ambitieux et qui correspondent en fait à des besoins humains fondamentaux, des besoins psychosociaux essentiellement, que le système traditionnel des EHPAD pour la France, des EMS pour la Suisse, des maisons de repos en Belgique ou des CHSLD au Québec, je les ai tous dit,
Tous ces modèles-là sont essentiellement centrés sur la réponse à des besoins physiologiques essentiellement, et peut-être que ces besoins-là passent en arrière-plan. Dans Montessori, on croit que c'est ceux-là qui doivent être privilégiés, mis en avant, et Maria Montessori avait beaucoup insisté sur le fait que quand la santé psychique, quand ces besoins psychosociaux-là sont nourris, alors les besoins physiologiques se nourrissent quasiment d'eux-mêmes. Et donc, les grands objectifs qu'on va vous développer maintenant dans Montessori, ça va être d'une part de redonner à la personne un sentiment de contrôle sur sa vie, lui permettre de s'engager dans des activités qui ont du sens pour elle, et enfin lui permettre de sentir qu'elle a encore une place, un rôle au sein d'une communauté. Véro, je te laisse la parole. Et oui, sur le premier point qu'on va regarder, c'est donner du contrôle et donner du choix aux personnes. Comme Jérôme l'a dit, le choix et le contrôle, ce sont des besoins fondamentaux humains, qu'on ait des déficits cognitifs ou pas, qu'on soit jeune ou plus âgé. On a besoin de contrôle sur sa vie. Tout est choix. Le matin où vous vous levez jusqu'au soir où vous vous couchez, vous avez fait un nombre de choix. Combien de choix les personnes qui vivent en structure ont comme droit? Je pose souvent la question en structure en disant qui est-ce qui décide à quelle heure je me lève le matin? Qui est-ce qui décide qu'est-ce que je porte? Qui est-ce qui décide ce qu'on va petit déjeuner? Imaginez-vous, vous, tous les jours, manger exactement la même chose juste parce qu'on vous a donné cette information que Véronique, elle aime le café, la confiture d'abricot. Est-ce que ça veut dire que toute ma vie, je vais en manger? Pourquoi on ne me laisse pas le choix? Et parfois, on nous dit, oui, mais on a des personnes qui nous disent faire comme vous voulez. Je vais être plus large, c'est qu'au moment où on a désappris à faire des choix, je pense qu'on a réenclenché ce modèle. On a la possibilité, à travers le choix, de rendre cette personne avec cette estime d'elle-même dont elle a besoin, parce que justement, elle va pouvoir décider de nombre d'activités, de ce qu'elle va faire, et on va voir à quel point après d'autres axes sont importants par rapport au lieu où elle va trouver ce choix. On a une petite phrase, et les formateurs qui sont là l'utilisent souvent en formation, qui dit « Quand on m'impose, je m'oppose ». Et ça, c'est valable de la naissance à la mort. Redonnons le contrôle et redonnons la possibilité de gérer sa propre vie. Ajouter une petite chose vraiment sur ce que tu viens de dire, Véro. Cette phrase « quand on m'impose, je m'oppose », elle est extrêmement importante. Je rebondis sur ce que tu disais, imaginez une vie dans laquelle on déciderait tout pour vous tout le temps, y compris des choses qui sont des choses que vous n'acceptez pas. Comment vous réagiriez? Donc l'opposition, elle est très souvent présentée comme un trouble du comportement, un symptôme de la maladie, de la démence des personnes. En réalité, l'opposition, c'est juste une manière pour la personne de vous envoyer un message très important. Et je décide encore. Je veux décider encore. Et une personne qui vous dit non, je ne veux pas prendre ma douche maintenant, non, je n'irai pas à tel endroit, non, je ne ferai pas ça, vous dit juste, je veux continuer à décider pour ma vie. Et donc, répondre à ça par le conflit, par le fait d'imposer, va évidemment aggraver la situation. La réponse, si vous voulez diminuer ce type de comportement, ça va être de donner du choix aux gens, ça va être de leur redonner du contrôle sur leur vie. Vous voulez, Véro, je passe à la suite? Ok, donc par rapport à cette notion de choix, on a envie aussi de vous montrer des petits exemples de comment donner du choix en institution, en se rappelant qu'on peut mettre vraiment du choix très régulièrement. Vous allez voir un modèle, un exemple, il y en a énormément d'autres et on pourra rediscuter ça même plus en avant après dans les questions si vous le souhaitez. Ok. Est-ce qu'on est bon là, Véro? Oui. Du toast, du blanc ou du complet? Un des principes de la méthode, qui ne demande pas beaucoup de moyens, c'est de donner du choix aux résidents. Le nombre de tranches que vous désirez. Cette idée de laisser le choix a été une révélation, en particulier à l'heure du petit déjeuner. Ananas une fois. Est-ce que vous désirez boire quelque chose? Avant la méthode Montessori, on avait une liste posée là à la cuisine de l'étage. Chaque résident avait, je prends un exemple, Madame Sando, tartine coupée, une fourchette. On lui posait devant, elle prenait un café dans une pipette et puis elle prenait un yogourt. Et puis voilà. Maintenant, il n'y a plus de liste.
Chaque matin, le résident, comme vous et moi, passe devant le buffet. Ce matin, peut-être que madame, elle va vouloir juste un yogourt, puis elle va vouloir boire du thé. C'est lui laisser le choix, en fait, comme nous. Et puis ça, il y avait des aides au début qui étaient impressionnés, qui disaient, mais attends, madame, elle n'a jamais bu de thé de sa vie. Eh bien, elle l'a bu ce matin. Elle avait envie d'un thé. C'est ça qui a changé pour moi. C'est les laisser choisir. Ok. Fondamental, cet axe de choix. C'est Excusez-moi. vraiment un pilier. Vas-y, Vao. Je dis, c'est vraiment un pilier, ce choix. Et par des toutes petites choses, pour les femmes qui sont là présentes, imaginez-vous si on décidait pour vous tout ce que vous allez mettre tous les matins, sans avoir cette capacité de pouvoir dire, ben, moi, je préfère celle-là. Et parfois même 2 choix, simplement 2 choix. Qu'est-ce que vous préférez mettre ce matin? Celle-ci ou celle-ci? Et même si une personne n'est plus en capacité de parler, elle peut pointer. Pensez à tous les choix qui sont possibles. Une toute petite chose encore par rapport au choix, qui est un des piliers. On le met toujours en premier parce que c'est le fondement de tout le reste dans Montessori, c'est qu'on peut donner du choix tout le temps. Alors les questions fermées telles que est-ce que vous préférez ceci ou cela, ça ou ça, en les montrant. Mais il y a une manière de faire sentir aux gens aussi qu'ils ont du contrôle sur leur vie en permanence, c'est d'utiliser pour moi une petite formule très simple, assez magique. Mes enfants la connaissent bien parce que c'est celle que j'utilise moi à la maison tout le temps. C'est de demander aux gens, est-ce que vous voulez bien? Juste, est-ce que vous voulez bien? Et de leur faire des propositions plutôt que de dire, allez, venez, on va aller à l'animation ou venez, on va faire telle chose. De dire, tiens, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous voulez bien ceci? Et même si les gens ne comprennent pas les mots, même si parfois ils ne peuvent pas répondre, ils entendent l'intention et ils sentent qu'on est en train de leur donner du contrôle. Je mets dernière petite chose à ce sujet-là. Moi, j'ai envie de vous inviter à leur donner du choix tout le temps. Ceci dit, ne le faites que quand vous allez accepter un refus potentiel. Si vous demandez à personne, est-ce que vous êtes d'accord de ceci? Est-ce que vous voulez venir, par exemple, vous laver pour une toilette? Le fait de poser cette question implique qu'on accepte qu'elle dise non, pas maintenant, ou non, je n'en ai pas envie. Voilà, il y aurait 1000 choses à dire encore sur le choix. Tu veux encore ajouter Parce quelque que chose? comme Cameron n'est pas avec nous, on va le dire, parce que pouvoir, c'est l'ennemi. Ouais. Est-ce que vous pouvez faire ça? C'est une manière de tester les gens. Est-ce que vous voulez bien? C'est une manière de lui donner du contrôle sur sa vie. OK. Et je vois que ça génère des questions. Je ne suis pas en train de les regarder, mais je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Donc, j'imagine volontiers, je les devine presque parce qu'on a souvent les mêmes questions qui reviennent par rapport à ça. C'est déjà un premier bouleversement en institution, puisque c'est un milieu qui est justement un milieu où il est compliqué de donner du choix. Donc, on en reparlera peut-être pendant les questions et réponses. Le deuxième pilier de la méthode Montessori, le deuxième grand objectif, ça va être de favoriser l'engagement dans des activités. C'est un enjeu absolument majeur. Alors, on en prend de plus en plus conscience, mais là aussi, j'en reparlerai au prochain webinaire. Il y a énormément de données scientifiques qui nous montrent à la fois l'impact dramatique de l'inactivité chez des personnes qui ont des troubles cognitifs, mais également les impacts extrêmement positifs du fait de permettre aux personnes de s'engager dans des activités qui ont du sens pour elles. Et en réalité, très souvent, notamment en institution, mais c'est vrai à domicile aussi, les gens cherchent des activités à faire, sont un petit peu perdus. Et là, le rôle de l'accompagnant, du facilitateur, va être de proposer des activités qui conviennent à la personne, qui sont reliées à qui elle est, et de leur permettre de s'engager. L'inactivité, c'est un enjeu absolument majeur. Or, on a créé des systèmes dans lesquels on confond peut-être trop souvent le mot activité avec le mot animation. Alors, s'il y a des animatrices dans le public, ou des animateurs d'ailleurs, ne le prenez pas mal, parce qu'il ne s'agit pas de dire il ne faut pas d'animation. Il s'agit de dire les activités dans Montessori, dans la vision qu'on propose, c'est beaucoup plus que ça. On a créé un système où, en dehors de l'animation, la plupart du temps, on fait tout à leur place. On fait tout pour eux. Plein de choses qu'eux pourraient faire, veulent faire d'ailleurs, souvent ils le disent, on le fait à leur place, on le fait pour eux. Dans Montessori, activité, c'est absolument tout. C'est tout ce qu'on fait du matin au soir. Ça peut être se laver, ça peut être s'habiller, ça peut être se maquiller, mais ça peut être aussi s'occuper des plantes, ça peut être nettoyer. Enfin, vous verrez encore
beaucoup, beaucoup d'exemples. En fait, tout, absolument tout est activité. Et on est à un moment donné aujourd'hui où nos institutions, en tout cas en France, c'est très clair, mais je pense que c'est vrai partout, sont en train de craquer complètement, d'exploser complètement, avec des professionnels qui ont beaucoup trop de choses à faire, qui sont sur les rotules, qui sont épuisés, qui passent d'ailleurs une partie de leur temps à empêcher des résidents ou des habitants à faire des choses eux-mêmes. Et on a des habitants de l'autre côté qui le demandent, qui cherchent des activités à faire, qui voudraient regagner de l'autonomie et de l'indépendance. Et donc, un des gros objectifs de Montessori, ça va être de redonner la possibilité aux personnes de s'engager dans des activités qui ont du sens pour elles, en les aidant bien entendu, en les guidant, en les aidant à faire seuls, pour reprendre les mots de Maria Montessori. C'est un enjeu absolument central. Bien entendu, la notion de choix reste fondamentale ici. Ça veut dire des activités que les personnes choisissent et sont d'accord de réaliser. Souvent, le challenge, il est là. On en reparlera dans un petit instant. Et puis, il reste un dernier grand objectif. Véro, je te laisse en parler. Et la place au sein des communautés. On appartient tous à des communautés, une famille, des amis, du sport, mais on a besoin d'être reliés les uns avec les autres. Et je rebondis parce que hier soir, j'ai lu un petit texte sur un des groupes Facebook autour de la Géronto d'une personne qui expliquait son entrée en établissement, qui disait, en fin de compte, je suis une personne où j'avais encore plein de capacités, j'avais pas envie, moi, d'entrer dans la maison de retraite. Et puis, après un certain nombre d'épreuves, en fin de compte, j'ai trouvé une communauté. J'ai trouvé des amis, j'ai trouvé des gens à qui parler. Et ça m'a fait réagir profondément en disant, mais pourquoi dès le démarrage, on n'a pas donné ce droit de rencontrer cette communauté de cœur? Donc les gens n'attendent que ça. Quand Jérôme, juste avant, parlait des activités, vous avez tous et toutes entendu dans les structures des gens qui disent, mais je ne sers plus à rien. Madame, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie. Donnez-leur cette possibilité de se lier les uns avec les autres, de se rencontrer. Parce que vous êtes là, vous, dans une structure, mais peut-être sur un temps donné, vous allez peut-être partir après sur d'autres établissements, dans d'autres secteurs, dans d'autres pays. Mais en fin de compte, eux, ils sont là tout le temps. Leur permettre de se lier les uns avec les autres, de se rencontrer et de partager les moments, les beaux moments et puis les moments les plus difficiles. C'est ça aussi notre mission. On a ce devoir de relier les gens les uns avec les autres, qui connaissent leurs voisins, qui puissent partager même des, des expériences ou des expertises qu'ils ont ensemble et donc permettez-leur de se relier les uns avec les autres. Il y aura un webinaire qui sera vraiment dédié dessus, donc on va essayer de passer après. Le 26, vous aurez plus d'explications sur les habitants qui mènent des activités pour d'autres et puis ce rôle au sein de la communauté. Mais leur permettre de faire quelque chose, parce qu'il ne faut pas oublier, ils sont chez eux. Les professionnels sont des accompagnants, mais les habitants de ces établissements sont chez eux. Permettez-le de le vivre, ce mot « être chez moi ». Le temps file à une vitesse, c'est une catastrophe absolue. Je fais juste un commentaire pour vous montrer que parfois les choses peuvent être très simples. Vous voulez donner une activité, donner du choix et leur permettre de créer du lien social et de créer une communauté. Vous avez une photo qui vous donne un exemple extrêmement simple. Pourquoi est-ce que c'est les professionnels qui servent à boire alors que vous avez des personnes qui en auraient les capacités, qui savent marcher, qui savent tenir des choses et qui pourraient contribuer? Ça ne demande pas de moyens, ça ne demande pas de personnel en plus, ça en demande en fait même très rapidement moins, puisque les personnes peuvent se charger elles-mêmes de ce genre de choses. Donc voilà une illustration un petit peu de l'esprit qu'on essaye de vous transmettre. Il suffit d'aller voir une personne, surtout pas en lui disant « Allez, il faut aller servir à boire aux gens maintenant, madame ». Non, ce n'est pas comme ça que ça marche, mais Madame Pommier, est-ce que vous voulez bien aller servir un petit peu à boire à ces personnes-là et leur demander si elles ont soif? Voilà, ça, c'est une manière de donner du choix, du contrôle, une activité porteuse de sens et de créer du lien social et de mettre un petit peu tout ça ensemble. Et ça commence par des petites choses comme celle-là. Alors, comment est-ce qu'on va vers ces objectifs? Parce que là, on vous a posé un peu nos 3 grands objectifs. Il y a plein de choses à faire. Et on va passer tout ça de manière beaucoup trop superficielle à mon goût. Mais on peut donner 3 grandes directions pour mettre en œuvre un changement de paradigme.
Le premier que je vais détailler dans une minute, ça va être de changer notre regard et de ne plus regarder tout ce que la personne a perdu, mais de voir tout ce qu'elle a encore, tout ce qu'elle sait encore faire, tout ce qui lui reste comme capacité. Et il y a beaucoup de choses. Le second point qu'on développera, c'est d'adapter l'environnement pour qu'on ait un environnement qui soutienne l'indépendance et l'autonomie et non pas qui aille à son encontre. Et enfin, le dernier point, ça va être d'adopter une posture très différente, plus la posture de ceux qui font à la place de la personne pour elle, mais la posture de ceux qui lui permettent de faire seul. J'ai travaillé longtemps comme neuropsychologue et mon job, c'était de faire passer des tests aux gens, et des tests de mémoire, etc., en vue d'un diagnostic. Et donc, mon travail était de lister l'ensemble des déficits, des pertes, des troubles que les personnes présentaient. Plus généralement, dans nos systèmes, on base l'accompagnement, on définit l'accompagnement par les problèmes que pose la personne, par les troubles, les pathologies, etc., etc. Et sans dire qu'il faille complètement nier les difficultés qu'elle rencontre, bien entendu, nous pensons avec Montessori que c'est en inversant complètement le paradigme qu'on pourra construire des solutions, des réponses à ses besoins, et qu'on pourra lui permettre de trouver elle-même des réponses à ses besoins. En fait, les personnes qui ont des troubles cognitifs ont énormément de capacités. Énormément. C'est juste qu'on ne nous a plus appris à les voir. C'est juste qu'on ne voit que les questions qu'elle répète et qu'on ne voit pas le fait qu'elle parle, qu'elle marche, qu'elle nous sollicite, qu'on peut dialoguer avec elle, qu'elle est capable de tenir des choses, qu'elle est capable de manipuler des objets, etc., etc. Et on reste bloqué sur ces satanées questions répétitives. Même à des stades sévères, il reste des choses préservées. Et j'ai fait passer beaucoup de tests, je vous l'ai dit, j'en ai même construit, on m'a envoyé des petits messages à propos d'un fameux test dont on reparlera un jour, je vous promets. Mais au-delà des tests, Maria Montessori a basé tout son travail, non pas sur des tests et des outils de ce genre, mais simplement sur la capacité d'observation. En fait, les capacités des personnes sont devant nos yeux. Il faut juste apprendre à les regarder, il faut juste apprendre à les repérer. La grille que vous voyez là, c'est un outil qu'on travaille beaucoup en formation, qu'on propose aux établissements qu'on accompagne, qui leur sert vraiment de base de travail. On invite à prendre chacun des habitants et à observer les habitants dans la vie de tous les jours et à remplir cette grille simplement en entourant dessus les capacités qui restent à la personne. Est-ce qu'elle voit encore? Est-ce qu'elle entend? On peut déjà faire des choses avec ça. Est-ce qu'elle a le toucher? Est-ce qu'elle est capable de tenir un objet en main, même de manière un peu tremblotante et difficile? Est-ce qu'elle est capable de frotter, de faire le geste de frotter? Est-ce qu'elle se déplace? Est-ce que quand on lui montre un geste, elle est capable de l'imiter? Est-ce qu'elle peut serrer la main? Les capacités sont innombrables et vraiment observer les gens, changer de regard. Quand vous avez une personne qui a des troubles cognitifs devant vous, demandez-vous toujours qu'est-ce que je vois. J'ai vu des gens qui ne parlaient plus, qui déambulaient la tête vers le bas, comme ça, non-stop, et des équipes avec lesquelles je travaillais en formation qui me disaient non mais il n'y a plus rien chez lui, on ne peut plus communiquer avec lui, il ne comprend pas bien, etc., etc. En réalité, on a une personne qui marche, qui est capable de tenir des objets, qui voit, qui se déplace dans l'institution. Et si vous donnez à la même personne quelque chose à transporter, ou par exemple une laisse avec le chien de l'établissement ou un chien thérapeutique pour de la zoothérapie, je n'aime pas beaucoup les mots thérapie, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous donnez un rôle à cette personne qui est de déplacer le chien et de l'accompagner. Et la personne va se transformer devant vos yeux, juste parce que vous n'avez plus focalisé l'accompagnement sur les déficits, mais bien sur ses capacités. Imaginez un monsieur qui entre en institution avec des troubles cognitifs très sévères et qui arrache toutes les prises, les interrupteurs, qui essaye de casser les portes, etc. Un monsieur qui était un grand bricoleur, qui a toujours aimé ça. S'il est capable d'arracher les prises, les interrupteurs, de casser des choses, il est capable de faire plein de choses. Donnez à ce monsieur du matériel de bricolage, une planche à poncer, des outils à manipuler, etc., en contribuant à la communauté. Et vous allez voir la personne se transformer. Donc, l'invitation ici, c'est à changer de regard et à observer les capacités, à tout construire de là. Deuxième axe. Et par rapport à ce que je vous ai présenté tout à l'heure du travail de Maria Montessori, et justement sur un environnement adapté et préparé, on vous a parlé de communauté, on vous a parlé d'activités qui soient engageantes. Bien évidemment, l'environnement va soutenir l'ensemble de ces objectifs.
permettre à des personnes de trouver dans leur environnement des activités qui sont à faire, bien évidemment en utilisant des axes de repérage. Jérôme parlait des capacités et il y a une capacité qui est présente quasiment jusqu'à la fin de la vie, qui est la lecture. Permettre à une personne dans son environnement de pouvoir se repérer. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, des personnes qui viennent d'autres contrées et donc ont d'autres langues maternelles. Imaginez-vous si vous leur permettez aussi de retrouver des informations dans leur langue maternelle pour savoir où elles se trouvent, où aller, trouver des choses qui sont à faire. Vous voyez là sur cet environnement des choses qui sont très simples, mais qui ont permis à la personne, plutôt que d'aller demander à quelqu'un et à un professionnel qui n'a pas le temps de pouvoir mettre un disque, un CD, ou ça dépend de ce qu'on va trouver, mais de pouvoir le faire par soi-même parce que l'environnement a été adapté. Permettre aussi à une personne de pouvoir se servir à boire toute seule, mais avec un affichage qui va lui permettre de savoir déjà qu'il a le droit. Le nombre de structures où il y a des fontaines à eau, et souvent je pose la question, est-ce que la fontaine à eau, elle est utilisée? Et souvent on me dit, c'est bizarre, c'est à disposition et ils ne l'utilisent pas. Là, c'est toujours de dire, qu'est-ce qui leur donne dans l'environnement l'information qu'ils ont droit de faire par eux-mêmes? Vous voyez ces deux petites photos qui n'amènent pas une utilisation de moyens très lourds, mais de pouvoir aller se servir un verre d'eau, un café ou quelque chose d'une manière indépendante va aussi soutenir mon indépendance et mon autonomie. Donc de pouvoir trouver dans différents lieux de la maison, de pouvoir par exemple, quand Jérôme parlait d'activités autour de prendre soin des plantes ou quelque chose comme ça, où je vais pouvoir trouver les outils pour pouvoir le faire. Je sais qu'à Scalmont, et là ils sont présents, où ils avaient mis en extérieur des outils pour que les gens puissent prendre soin du jardin, puissent balayer les feuilles. Il y a plein de choses qui sont à faire, et quand je vous parlais de communauté tout à l'heure, tout ça s'imbrique les uns avec les autres. Donc un environnement préparé est un des points fondamentaux pour que la personne se sentent chez elles. Comme je sais qu'on a encore 10 minutes, il faut qu'on accélère. On va déborder un tout petit peu avant les questions, mais Véronique a parlé des Jardins de Scaillemont, qui est un établissement dont on peut dire que vraiment il s'est embarqué, un établissement en Belgique, la Louvière, qui s'est embarqué vraiment pleinement dans ces dynamiques, et je les remercie tellement de tout ce qu'ils font. On voudrait vous montrer à quoi ça ressemblerait un environnement préparé à un moment particulier de la journée et les effets que ça a. Et donc, je vous emmène en Belgique dans un endroit très, très particulier. Ok, nous y sommes presque. Allez, c'est parti. Ok. Alors, excusez-moi une seconde que je retrouve. On est ici. C'est bon pour vous, Véro? Ok. Je repasse. On a la dernière image de la vidéo. Okay.
Alors, attendez. Je sais qu'il y a plein de questions qui se posent, hein, on les prendra après. Ne vous inquiétez pas. On sait que ça vous met en interrogation de certains fonctionnements dans les établissements, mais on vous accompagnera pour les réponses. Des questions qui montent. Il y aurait mille choses aussi à dire encore sur l'environnement préparé, etc. Le dernier point, la dernière manière, c'est peut-être la plus importante, en tout cas, elle est très complémentaire des autres. Maria Montessori disait, on part des enfants, on adapte l'environnement, on part de leurs capacités. Mais le plus grand changement, ce n'est pas chez les enfants qu'il faut le faire. Si on veut résoudre le problème totalement, les défis et le problème de l'éducation, c'est chez l'adulte qu'il faut travailler. Et elle invitait à un changement de posture complet. Et c'est vraiment l'invitation que nous faisons aussi avec Montessori, l'invitation à adopter une autre posture que celle du professionnel traditionnel, qui est là pour certes prendre soin, mais aussi faire les choses pour la personne et à sa place, et adopter une posture de facilitateur. Et l'idée du facilitateur ici, c'est de se dire ma mission, ma raison d'être en tant que professionnel, c'est de tout faire pour favoriser autonomie et indépendance. Et l'indépendance, elle vient quand on laisse faire les gens, quand on les aide à faire. Et donc, mon travail, c'est de travailler en amont, d'identifier les capacités de la personne, de préparer l'activité au sens large du terme, quelle qu'elle soit pour elle, préparer le matériel, de lui proposer en laissant du choix, et puis de lui présenter en lui montrant comment faire et en la laissant faire, et en me mettant en retrait, en n'intervenant pas, sauf si elle le sollicite, sauf si elle est en difficulté et que je vois que c'est le cas, alors je vais lui proposer mon aide. Et la clé, on y revient, le mot-clé, c'est toujours celui de l'observation. Maria Montessori disait, c'est l'enfant qui nous guide. Nous disons, c'est la personne âgée qui nous guide. C'est en l'observant qu'on va trouver les choses. Mais le facilitateur a vraiment pour mission d'essayer de capter ce qui se joue pour la personne, d'intervenir quand elle en a besoin et de se mettre en retrait. Et il y a cette phrase de Maria Montessori que j'aime énormément parce que pour moi, elle a énormément de sens. Dans Montessori, l'idée, c'est je n'aide pas les gens pour les aider parce que je pense que c'est bien, parce que je pense qu'ils en ont besoin. Si la personne veut faire les choses elle-même, je vais lui permettre de les faire elle-même et je serai là pour elle si elle a besoin d'aide. Mais je ne l'aide pas, je ne réalise pas une aide qu'elle n'aurait pas demandé. Ça change beaucoup de choses. C'est évidemment un challenge et puis on peut échanger avec la personne, on peut lui proposer en disant j'ai l'impression quand même que là, peut-être je pourrais vous aider un petit peu. L'idée du facilitateur, c'est qu'au plus la personne, elle va faire elle-même, au plus je vais la guider en lui montrant et en la laissant faire, au plus elle va pratiquer des gestes qui vont s'automatiser. Et on peut arriver à des niveaux où on a des personnes qui retrouvent vraiment des gestes et qui retrouvent la capacité de faire eux-mêmes sans qu'il n'y ait plus besoin. La photo que vous voyez là, elle a été prise dans un établissement à Angers, dans un PASA, qui est un lieu qui accueille des personnes qui ont des troubles cognitifs. Et dans ce lieu, vous avez 12 personnes et une professionnelle pendant la journée. Et cette professionnelle, elle a préparé l'environnement, elle permet aux gens de s'engager dans les activités. Et son job, c'est d'observer et d'intervenir si on la sollicite ou si elle voit que les gens en ont besoin. On est un tout petit peu à la bourre, mais ce n'est pas grave, Véro, on va y aller, on est bien. Et je voudrais vous partager une autre vidéo. On va partir un petit peu en Suisse et puis de nouveau en Belgique à Scaimont, parce que je vous avoue que voilà, pour écouter des facilitateurs qui vont parler un petit peu de comment eux voient leur nouveau métier, en tout cas leur nouvelle posture de facilitateur. Où est-ce qu'ils se cachent? Ils sont là. Ok. Allez, c'est parti. Non, il y a des points jaunes. On dirait qu'elles jaunissent. Oui, pas? Clémentine est animatrice. Elle décrit son lieu de travail et son rôle de manière inhabituelle. Il faut dire qu'elle n'a jamais connu d'autres méthodes. Lesquelles est-ce que vous voulez faire de fleurs? Je viens travailler dans une maison où c'est qu'il y a des habitants qui vivent et puis je viens travailler chez eux. C'est pas mon lieu de travail, c'est leur maison avant tout. Nous, on est là en fait pour faciliter la vie des résidents qui habitent ici, en leur offrant la capacité de faire des activités, puis on va les aider pour faire. En fait, mon métier, je suis facilitatrice pour les aider à faire. Ouais, faut pas les faire trop courtes. Pas trop courtes, hein? On les fait un peu longues, ces fleurs. Si, comme dans toutes les maisons de retraite, les résidents font des activités,
Celles-ci sont plus qu'une simple occupation. L'idée derrière l'animation est de solliciter la mémoire des gestes qui restent préservés. Alors moi c'est Raphaël Laporta, ça va faire bientôt 7 ans que je travaille ici et je suis référent aide-soignant. Avant de connaître la méthode Montessori, j'avais la mauvaise habitude de faire tout moi-même, pratiquement tout moi-même. Je leur laissais un minimum de liberté, mais j'avais l'impression qu'ils avaient tellement besoin que je le faisais inconsciemment. Je faisais tout. C'est-à-dire les soins de A à Z. Mais je suis fier. C'est eux qui le font, mais je suis fier parce que je leur ai laissé le choix de le faire et de voir qu'ils le font bien. Et ça, pour un aide-soignant, c'est gratifiant. Une certaine fierté de se dire, ben voilà, c'est elle qui l'a fait. Et elle aussi, surtout, la personne. Tout se passe dans le regard, moi je le vois. Il y a certaines personnes qui ne savent pas, communiquer oralement. Et rien qu'avec le regard, on comprend tout de suite qu'ils sont satisfaits et ils se sentent moins diminués. Voilà. Ça, c'est très important. Moi, j'ai une histoire avec un habitant qui nous a quittés, malheureusement. Un habitant très agressif. Je ne comprenais pas toujours pourquoi il était agressif. Il ne voulait pas se laver, il ne voulait pas s'habiller. Il était vraiment méchant. Il n'en pouvait rien, mais je veux dire, il n'était pas fort d'accord. Et avec la méthode Montessori, j'ai appris à l'aborder différemment. Alors, c'est pas parce que je l'abordais pas bien, mais je l'abordais de la mauvaise manière. Et j'ai commencé tout doucement à lui parler. Pas spécialement rentrer dans sa chambre pour faire ses soins, pour autre chose. Je suis pas là que pour ça. Moi, je suis là aussi pour échanger avec eux. Et on a parlé de tout, de rien, mais il était apaisé. J'ai parlé de moi, il m'a parlé de sa famille. Malgré la maladie, il se faisait comprendre et je comprenais. Quand je lui ai laissé le choix de se laver seul, de se raser seul, de s'habiller seul, j'ai été impressionné. Parce que j'ai remarqué qu'il se lavait mieux lui que quand certaines personnes allaient le laver. Parce qu'il bâclait, pas méchamment, mais je veux dire tellement qu'il était méchant, et oh là là, on ne veut pas lui parler parce que on laisse tant pis. Impressionnant. Il s'habillait tout seul, il a choisi ses vêtements. Et moi j'étais là, je regardais. Ok, pas de souci. Donc ça m'a marqué. Et je pense que c'est là que ça a commencé le déclic, vraiment de me dire, mais c'est ce qu'il fallait en fait. Ok, je reviens à notre partage. Cette posture de facilitateur, elle est vraiment importante dans le sens où ça permet aussi d'être beaucoup plus dans l'observation, moins dans le faire. Ça permet de prendre une dimension différente par rapport à la personne qu'on regarde. C'est vraiment la clé. Alors, le temps passe terriblement vite. Je voulais vous parler un petit peu de ceci, les 12 principes Montessori, qui sont vraiment les outils du facilitateur. 12 principes fondamentaux qu'on travaille énormément dans nos formations, qui s'apprennent en pratiquant progressivement et qu'on ne va pas pouvoir vous détailler ici. Il y en a dont on a déjà parlé, mais c'est vraiment le guide pour pouvoir engager une personne. Le premier, il est essentiel, je vais en dire un mot pendant 5 secondes, mais connaissez les personnes. Partez de ce qui les intéresse. Le jour où moi, je serai âgé et je serai en EHPAD, jamais il faudra me proposer un loto. Je n'aime pas le loto. Et si vous essayez de m'amener dans ce genre de choses, voilà, il faut impérativement connaître la personne, ses centres d'intérêt, ses buts, qui elle est, parler avec elle, parler avec l'entourage éventuellement, apprenez à vous recentrer là-dessus et vous trouverez petit à petit les activités qui les engagent. Tous les autres, c'est vraiment comment on va interagir avec la personne, comment on va la guider, mais on n'a pas le temps de les développer ici. On voudrait se prendre encore quelques minutes et puis on va accéder aux réponses parce que le temps passe. Il y a eu pas mal de questions, je les ai regardées vite fait pendant les vidéos, autour du Covid.
Alors, je n'ai pas les questions devant les yeux, mais je pourrais les résumer, enfin, en tout cas, résumer des questions qu'on m'a beaucoup posées ces temps-ci en disant c'est magnifique, Montessori, etc. Mais avec Covid, est-ce que vraiment on peut? La réponse que j'ai envie de dire là-dessus, c'est peut-être pas tout ce qu'on présente là. Bien sûr, il y a énormément de contraintes. Et en même temps, on est persuadé que oui, et on connaît des établissements qui ont continué à se battre pour ces valeurs de respect, de dignité, d'égalité, de confiance dans le potentiel des gens, pour leur permettre de continuer à vivre euh, malgré le contexte sanitaire, malgré l'enfermement. On est très nombreux à être confinés ou à avoir été confinés. On a vu les effets psychologiques que ça a sur nous. Mais on n'était pas confinés dans une chambre. On était confinés parfois dans des tout petits appartements. Peut-être certains ici l'ont vécu. Et donc, continuer à se battre pour ces valeurs en trouvant un équilibre entre le contexte sanitaire et évidemment l'obligation de faire attention à ne pas contribuer à la diffusion et à mettre en danger la vie des gens, bien sûr que oui. Et en même temps, si on se focalise que là-dessus, on le sait, je ne dois pas vous le dire, ça a été dit énormément, les effets délétères sont absolument catastrophiques aussi. Alors, je vais aller vite pour vous présenter quelques illustrations en vous disant on n'a pas aujourd'hui, nous, les réponses Montessori toutes faites. C'est complexe, c'est extrêmement difficile, mais on est convaincu que si on est guidé par cette vision, guidé par ces valeurs, si dans l'interaction qu'on a avec la personne, on va se centrer sur elle, se centrer sur le fait de l'avoir comme une personne à part entière et pas comme un corps de plus à soigner ou comme une malade, on pourra faire naître des petites choses. Alors ça, c'est un établissement que vous avez vu, Villeneuve-les-Maglones, qui ne se trouve pas très loin de là où je suis, et dans lequel il y a eu des réunions avec les habitants, des comités d'habitants, on en reparlera lors du séminaire du 26, avec la direction, pour que les habitants soient partie prenante réellement des décisions. C'est déjà une manière de montrer qu'on les traite avec respect et dignité, on leur pose les enjeux, les questions qui se posent qui sont complexes, et on les implique. Très honnêtement, on en a beaucoup discuté avec Véro et avec toute l'équipe d'AGED. On n'est pas du tout favorable au confinement en chambre. Et en même temps, on est conscient que probablement dans certaines situations d'urgence, on ne sait plus gérer, etc., c'est nécessaire, ou en tout cas, on n'a pas envie de juger ça. La question devient, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des personnes qui sont confinées en chambre pour leur permettre quand même de tenir bon, couper de tout contact social. Un exemple là, c'était un chariot d'activité. Alors, je fais un clin d'œil aux personnes qui me connaissent bien. Ceci n'est pas un chariot d'activité flash, mais un chariot d'activité qui va permettre d'aller proposer des activités aux personnes. Il y a des livres à lire, de la musique à écouter, des pelotes de laine à manipuler. Il y a absolument de tout, des choses à la manipuler, parfois de quoi nettoyer dans la chambre, etc. Et on passe les proposer aux personnes pour qu'elles choisissent ce qu'elles ont envie de faire pendant la journée. C'est une petite chose qui, pour eux, peut être une très grande chose et ça ne demande pas beaucoup de moyens en plus. Juste une vision qui nous guide. Là, on fait un petit tour en Belgique à nouveau avec des résidents qui, eux, n'étaient pas confinés dans les chambres et qui ont contribué, ceci est une activité, à créer quelque chose qui permettait d'aller prendre soin de ceux qui étaient confinés. Et donc, de créer, vous avez vu, un bar itinérant. On est bien en Belgique, chef un petit verre. Il y avait de la lef, de la chimée. Coucou Thérèse pour la lef. Ceci était un message privé. Et ça permettait à ces personnes d'avoir ces visites et d'avoir quand même un moment de convivialité. Et on peut appliquer la même chose avec d'autres. C'est encore une fois une dynamique, une direction qu'on se donne, une intention profonde de dire on va essayer de leur permettre de garder du lien social, de leur permettre de faire des petites choses et de continuer à vivre des moments bien que compliqués qui en vaillent la peine. Et puis tout à l'heure, Véro vous a présenté assez rapidement l'importance de la lecture qui reste préservée même à des stades très évolués des troubles cognitifs. Imaginez, mais probablement beaucoup de personnes qui nous écoutent en ce moment ont vécu ça, des personnes qui oublient les choses et qui ne comprennent pas pourquoi elles sont enfermées, pourquoi elles ne voient plus leur famille, pourquoi on ne vient plus les voir. Des personnes qui ne comprennent pas pourquoi d'un coup on vient les voir et qu'on leur dit si on va vous mettre un truc dans le nez pour vous tester pour la maladie. L'utilisation d'affichages dans la chambre des personnes, tels que ceux-ci par exemple, qui sont des affichages réels qui ont été créés dans des établissements qu'on connaît, ceux-ci à Villeneuve-les-Maglones, peut aider à régler ça. Et quand on va voir la personne, on l'invite à lire pour que petit à petit l'information rentre. Bien sûr, on peut faire des affichages de ce type sur toutes les informations dont ils ont besoin.
On a lu une publication scientifique récente sur les effets du confinement dans les EHPAD en France, qui a montré qu'en fait, beaucoup plus de personnes sont décédées de facteurs externes, tels que par exemple la déshydratation, parce qu'on n'a pas le temps de passer les voir suffisamment dans leur chambre. Et donc, des outils comme celui-ci, un affichage comme celui-ci, avec une carafe d'eau et un verre d'eau, peut aider les personnes à se stimuler elles-mêmes sur la boisson et à ne pas attendre les 3 minutes de visite qu'elles auront dans la journée. Voilà un autre exemple qui a été mis en place d'un livre expliquant Covid ou le coronavirus. Ce livre, il a été écrit au mois de février, expliquant ses symptômes, expliquant pourquoi il faut être très prudent, etc. Ce livre, il est adapté aux personnes qui ont les troubles cognitifs, la taille des caractères, tout ce qui a été écrit pour qu'il soit accessible à des personnes âgées qui ont des difficultés cognitives. Sa particularité, vous l'avez peut-être remarqué sur la couverture, c'est qu'il a été écrit par des habitants de l'EHPAD, avec eux qui amenaient les choses qui sont importantes pour eux. Tous ces matériels-là, les affichages, le livre, etc., nous ont été partagés par des établissements. Pendant le premier confinement, on les a diffusés via les réseaux sociaux pour qu'ils puissent aider le plus grand nombre. Ce sont des toutes petites choses, mais si ça peut déjà en aider quelques-uns, pour nous, c'est essentiel. Ils sont encore accessibles aujourd'hui sur notre site internet et donc n'hésitez pas à y venir. Vous trouverez tous ces matériels-là, le livre, les affichages, plein d'autres réflexions sur le confinement en EHPAD et comment garder quand même à tout prix cette dynamique humaine. Véro, tu veux ajouter quelque chose? Non, l'idée, c'est vraiment ça. Je sais que pour tous les professionnels qui sont là, vous traversez des périodes qui sont dramatiques, qui sont usantes. Vouloir à tout craint préserver ces liens et permettre aussi à ces personnes qui sont au bout du chemin de leur vie, d'avoir un temps de qualité. Tout à l'heure, quand je vous disais, on parlait du mot communauté. C'est vrai que parfois, quand on ne peut pas sortir de sa chambre, est-ce qu'on peut au moins ouvrir la porte pour voir avec sa voisine d'en face? Si les liens se tissent comme ça, trouver toute minime interaction, mais juste pour que les gens, en fin de compte, ne soient pas enfermés dans une chambre de 12 mètres carrés et seuls. Parce que là, on sait, comme Jérôme le disait, les effets dramatiques qui vont se passer. Donc, vraiment avec des toutes petites choses. Et ce que Jérôme disait sur ce qu'on a partagé sur notre site, il y a plein d'autres informations parce qu'on a fait des partages tout au long du premier confinement. Allez utiliser, transformer, partager. L'idée, c'est de montrer que malgré tout, on peut arriver à faire des petites choses. Et surtout, c'est plutôt un engagement de vouloir dire « Ok, j'ai envie de faire bouger les lignes ». Encore une petite chose, parce que la question dans les QNR sur le Covid, et comme ça, je pense qu'on aura pu déjà y répondre, donc on est déjà un petit peu dans les questions, parlait de comment donner du choix. Je reprends la question, hein, comment donner du choix dans la période Covid, quand tout est cloisonné, contrôlé, brimé, quand les libertés sont supprimées. C'est mon drame actuel à moi aussi, et Dieu sait que des libertés, j'en ai beaucoup plus qu'une personne en institution. Ça peut être des petits choix au quotidien, dans la manière dont on s'adresse à la personne. Est-ce que vous voulez ceci? Est-ce que vous voulez cela? Est-ce que comme ça, c'est OK pour vous? Et déjà, de cette manière-là, vous lui faites sentir que vous lui redonnez un tout petit peu de contrôle. C'est très peu. La réponse, c'est donner du choix là où c'est possible. Et il y a toujours quand même des petits endroits où c'est possible. Réfléchissez en équipe, de dire comment on peut leur amener quand même ce bien-être et encore mieux. Faites un truc complètement fou. Demandez-leur. Demandez-leur qu'est-ce qui vous aiderait à traverser là, de quoi vous avez besoin. Et parfois, vous n'aurez pas de réponse, mais je vous promets une chose, vous aurez des surprises. Et donc, le choix, on va le chercher là où on peut le donner, dans une période clairement où nos choix sont limités. Et dernière chose, on vous a présenté ici des outils pour les tenir au courant de pourquoi les choix sont limités à l'heure actuelle. Et déjà, c'est la moindre des choses, ça rend les choses un peu plus supportables, même si pour nous tous, elles sont compliquées. Véro, très rapidement, on va conclure là et on va se donner encore un bon quart d'heure pour… Oui, pour les questions surtout là. On voudrait terminer par les mots de Maria Montessori et je vais garder celle-ci pour moi. Véro, je te laisserai la parole sur la suivante. Et je le vois dans vos questions que j'étais un petit peu en train de lire là.
Ce n'est pas un petit changement qu'on propose. Et en même temps, on pense que c'est urgent. Et oui, c'est compliqué. Et oui, dans le système actuel, avec la formation des professionnels, avec la formation des directeurs, avec les enjeux extrêmement nombreux de la sécurité, de l'hygiène, de toutes ces choses-là, bien sûr, c'est complexe à mettre en place. Et Véro vous dira un petit mot sur quand même les choses qu'on peut faire, même dans ce contexte-là. Mais clairement, on pense aujourd'hui que nos aînés, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nous demain, méritent mieux que ce qu'on leur propose. Et donc l'invitation, c'est vraiment progressivement une invitation à changer profondément de système, à se recentrer sur la personne, à traiter ces personnes comme des personnes à part entière, en étant conscient que le coût de ça, c'est de changer de système, c'est d'abandonner la vieille discipline, c'est d'abandonner la culture ancienne et d'accompagner leur personnalité à tout prix. Je tiens à vous dire que les 2 personnes sur les photos-là sont toutes les 2, alors dans des endroits très différents du monde, mais des personnes qui vivent en maison de retraite et à qui on a permis d'accéder à des rêves. Et pourquoi pas? Et oui, c'est un changement fondamental. Je voulais surtout vous dire que les établissements pour lesquels vous avez vu ces vidéos, ce n'est pas des établissements qui ont des gros moyens. Donc, les moyens ne sont vraiment pas, je parle de moyens financiers. Le centre des problématiques qu'on va rencontrer le plus. L'idée, c'est de dire, est-ce que vous voudriez, vous, actuellement, vivre dans les établissements dans lesquels vous travaillez? Proposer à votre maman ou à vos proches de vivre dans ces établissements. Pour moi, le jour où on aura des oui, ben voilà, on pourra aller sur la plage et prendre nos bouquins, on n'aura plus rien à faire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mon idée est de dire, donc il faut que les choses changent. Dans ces structures qu'on a accompagnées, il est clair que les choses ne se sont pas faites en un claquement de doigts. Ça a été du temps. La même chose, alors on ne l'a pas dit là ici, mais trompez-vous, essayez. Essayez des choses parce que essayer, c'est vouloir faire bouger les lignes. On appelle ça la technique des tout petits pas, surtout des toutes petites choses. Essayez de modifier les toutes petites choses avant de vouloir révolutionner la structure, juste pour montrer que si on propose un accompagnement qui est différent, on a des résultats différents. Ces personnes méritent ce fonctionnement-là. Sans eux, nous ne saurions rien. Donc l'axe de dire, essayez des petites choses, transformer, proposer, ne serait-ce que de dire à un moment, est-ce qu'une personne qui est seule dans sa chambre, de vouloir égayer sa chambre avec quelques fleurs, si c'est possible, et de lui demander si elle a envie de s'en occuper par elle-même. L'idée d'avoir une plante et de l'arroser tous les jours, c'est quelque chose qui est à faire. Donc, essayez de proposer et de changer le filtre de nos regards pour proposer un accompagnement qui est différent. Mais dans ces structures-là, c'est ni les moyens financiers ni les moyens humains qui étaient là. Par contre, c'était une volonté féroce en équipe, soutenue par une direction, de vouloir faire changer les choses et d'essayer. Trompez-vous autant que vous voulez, mais essayez. C'est vraiment un mantra qui est fondamental. On aurait tellement encore beaucoup plus de choses à vous dire. Il reste globalement un petit quart d'heure et j'aimerais qu'on se focalise sur vos questions pour qu'on puisse répondre au mieux aux interrogations que vous nous proposez. Maintenant, j'aimerais savoir, et ça, je veux bien que vous nous mettiez des petits messages. Est-ce que la manière dont on vous a présenté les choses, la manière de ce qu'on a partagé vous a convenu parce que c'est fondamental pour nous de répondre à vos besoins. Il est évident que sans vous, on n'est rien. C'est vous qui mettez en place dans les structures. Nous, on est, et mon équipe, pour ceux qui sont là et puis pour ceux qui sont sur le terrain, ce sont vos facilitateurs pour vous amener ces réflexions, mais ce n'est pas eux qui font, c'est vous qui allez faire derrière. Donc, ce qu'on veut, c'est vous donner cette envie. Et on sait ô combien, on s'est posé les questions sur ces webinaires par rapport à la situation qu'on traverse tous. Nos messages peuvent être presque sentis comme violents parce que ça remet tellement de choses en question. Par contre, si on ne bouge pas les lignes, il ne se passera jamais rien. Donc, il faut qu'on bouge les lignes et qu'on les bouge ensemble. Dans ce texte de Maria Montessori, dans cette citation, ça ne viendra pas de notre volonté à nous.
Ce n'est pas des individus isolés qui vont pouvoir faire les choses, c'est tous ensemble. C'est une longue émergence de dire ça suffit maintenant et il faut qu'on en parle de plus en plus. D'autres personnes se battent dans d'autres parties du monde avec d'autres approches centrées sur la personne. Pour moi, il va falloir unifier ces volontés pour pouvoir dire ce qu'on propose actuellement, ça ne va plus. Et maintenant, à vos questions, si je pars, je ne m'arrête plus. Et Véro, si tu me permets, je voudrais rebondir sur tout ce que tu as dit là et ça va répondre à des questions parce que je les ai regardées un petit peu. Je vais répondre à un paquet de questions qui ont été mises sur le globalement. C'est compliqué, on ne peut pas. Alors, soit parce qu'il y a les problèmes de sécurité et d'hygiène, soit parce qu'on n'a pas le temps, etc., etc. Et je vais vous faire une réponse à plusieurs niveaux. Clairement, si on veut vraiment mettre en place Montessori avec ce qu'on vous a présenté ici, et encore, on avait d'autres vidéos, mais on ne les a pas mises faute de temps, c'est un travail collectif. C'est un changement institutionnel profond et ça passe par un choix collectif, un choix d'une direction. Les établissements qu'on vous a montrés, c'est des établissements où un directeur a dit on y va, on va vraiment changer les choses. Et après, on forme les équipes, on vous accompagne, nous ou nos partenaires dans les pays concernés. Et petit à petit, un pas après l'autre, progressivement, on y va. Mais c'est un projet collectif. Et les questions d'hygiène, on se les pose ensemble. Vous ne pouvez pas aller seul à l'encontre de tous vos collègues si vous êtes tout seul en disant voilà, ça va être violent pour tout le monde, vous allez vous faire mal et de toute façon, vous n'y arriverez pas. Le problème, c'est OK, mais si notre établissement ne se forme pas, on fait quoi? Moi, j'ai connu ça, j'ai découvert Montessori quand je travaillais à l'hôpital. J'ai ici ma collègue Monica qui a bien connu ça aussi. Coucou Monica. Ben, quand le système ne nous accompagne pas, on y va solo et on fait ce qu'on peut et on fait des petites choses. Si on est guidé par cette intention profonde de donner des petits choix au quotidien, de ne plus faire à la place de la personne, mais de lui permettre de faire des petites choses, d'y aller tranquillement. Si on lui met un petit affichage par-ci, par-là, là où on peut, si on vous interdit de leur donner des carafes d'eau, je pense qu'il faut changer ça urgemment. C'est évident. Mais en attendant, vous ne pouvez pas agir à ce niveau-là. Donc, demandez-vous où est-ce qu'on peut aller. Et puis, parce que les institutions traversent des grosses tempêtes, j'ai envie de vous inviter à faire un petit exercice aussi demain. C'est à commencer à observer non seulement les capacités des personnes que vous accompagnez, mais aussi les capacités de vos établissements. Vous pouvez lister toutes les barrières qui vous empêcheront de faire ça comme vous le voudriez. Et puis, je ne lis pas vos messages pour le moment, mais il semble qu'on ait pu vous donner l'énergie et l'envie qui est la nôtre. Mais si vous voyez que les barrières, vous n'y arriverez pas, listez vos ressources, listez les capacités, les personnes qui peuvent vous aider. Où est-ce que j'ai le droit de faire des toutes petites choses? Mettre un petit affichage, être un facilitateur, permettre à la personne juste d'aller servir à boire à d'autres ou ces autres choses-là. Et ce sont les premiers pas pour changer le système. Voilà, l'invitation, c'est vraiment d'agir là où vous pouvez. Je continue vite sur les questions parce qu'il y a celle du temps aussi et qu'on n'en a plus, nous non plus, de temps. Mais en vous disant simplement que c'est un système qui est vertueux, qu'on n'a pas le temps aujourd'hui parce que vous faites trop de choses. Je vous donne un exemple concret, il y en a beaucoup d'autres. Je connais énormément d'établissements où vous avez un professionnel qui, tous les matins, tartine le pain du petit-déj de tous les habitants, ou quasiment tous. Et il passe entre un quart d'heure et plus d'une heure pour faire ça selon le nombre d'habitants concernés. Quel temps perdu! Et si maintenant, et pendant le même temps, vous avez des gens qui appellent ou des gens qui cherchent à donner un coup de main. Soit les gens peuvent se faire leur pain eux-mêmes pour une grande partie, il y en a plein qui le sont, capables, ou alors on pourrait même avoir des personnes qui vont s'occuper de préparer le pain pour ceux qui n'en sont pas capables. Et pour la question de l'hygiène, on peut les inviter à faire la même chose que vous, c'est-à-dire à se laver les mains ou à mettre des gants, encore plus dans le contexte actuel. Et là, on commence à gagner du temps. Quand vous avez des personnes qui se lavent elles-mêmes, vous allez vite gagner du temps. Vous n'êtes pas obligé de rester scotché à côté. Il y a un grand nombre de personnes qui pourraient le faire, et ainsi de suite, et vous intervenez s'il y a besoin. Donc, le temps, petit à petit, ça s'inverse, et vraiment, les établissements qui l'ont mis en place, c'est un gros investissement. Mais c'est un changement d'organisation tel qu'on n'est plus calé sur des horaires. On ne doit pas laver tout le monde avant 10 heures du matin, c'est absurde. Non, les gens se lavent quand c'est le moment pour eux. Et donc, toute l'organisation change et le rapport au temps est complètement modifié. J'ai lu une question qui dit aussi le soutien de la direction. Et je vais vous dire oui. Maria Montessori disait on apprend de ses erreurs. Notre fonctionnement au démarrage de la société a été de former des équipes. Et on n'avait pas pris la dimension aussi de la systémie, en fin de compte, qui se mettait en place. Maintenant, quand on vient en formation,
Alors même si Montessori, c'est jamais d'imposer, mais j'impose une chose, c'est la présence des cadres, des directions dans les formations. Parce qu'il est évident que vous, en tant que professionnel, vous avez besoin de ce soutien. Et c'est surtout que les résultats, alors il y a des moments où il y a des résultats fulgurants, et puis il y a des moments où on va être obligé de chercher pour trouver la solution. Et donc il faut pouvoir soutenir les équipes à dire continuez, engagez-vous, parce que c'est un long process. C'est pas une baguette magique, Montessori, ça ne le sera jamais. Donc l'idée, c'est de dire, il faut que ça soit une foi chevillée au corps, de dire, il faut que les choses bougent. Mais ça va nous prendre du temps. Et changer une posture, quand Jérôme parlait des facilitateurs, ça paraît si simple à l'énoncer. Mais c'est tellement compliqué à le faire. Et on l'a vu les uns et les autres, et mon équipe de formateurs qui est là, qui sont aussi des parents, qui se sont mis dans cette volonté d'accompagner leurs enfants avec cette vision-là, parce que c'est une vision vraiment de l'humanité tout entière qui est juste. Mais c'est tellement difficile de ne pas faire à la place de quelqu'un. Et c'est vrai que c'est des automatismes qu'on a et qu'on a appris. Donc, oui, il faut vous accompagner. Nous, je vous assure que l'énergie dans cette équipe, on l'a et on l'a profondément. Et ces webinaires, ça a été cette volonté, c'est de dire, on sait à quel point en ce moment, vous traversez des moments monstrueux. Il faut qu'on vous y tienne. Et pour nous, ces webinaires étaient là pour dire, si on peut partager un moment, ces 2h30 où on va cracher notre espoir à tout le monde et qu'on va essayer de vous soutenir, on le fera. Donc, j'espère qu'on vous a apporté. On est dans les temps, donc on va essayer de regarder s'il y a d'autres questions, mais je vous assure, cette volonté chevillée au corps de changer les choses, et surtout dans des périodes où, à travers le monde, on fait face à des cataclysmes dans tous les sens, il faut qu'on se soutienne et il faut que ça bouge. Donc sollicitez-nous sur la page Facebook, etc. Il y a plein de choses aussi qui se mettent, mais en tout cas, sachez qu'on est à côté, comme d'autres, on n'est pas les seuls, mais on est à côté pour pouvoir vous soutenir et répondre à ce que vous attendez de nous. Je vais me permettre de prendre une ou deux questions que je viens de voir qui vont un petit peu ensemble. Marion, vous posez la question de dire est-ce que cette méthode n'est pas trop dévalorisante pour les personnes avec de grandes difficultés motrices? Dans les vidéos qu'on ne vous a pas montrées, mais on a d'autres webinaires pour aborder aussi des questions, vous auriez vu des gens avec des grandes difficultés motrices. Et vous voyez, ça, c'est l'ancien regard, et c'est normal, hein, il n'y a pas de souci, c'est que vous focalisez sur les difficultés. Chez ces personnes-là, on va toujours se dire, OK, qu'est-ce qui fonctionne chez cette personne? Si elle a des difficultés motrices, est-ce que, par exemple, elle sait lire? Est-ce qu'elle sait parler? Est-ce qu'elle voit? Est-ce qu'elle est capable, avec ses difficultés motrices, malgré tout, d'appuyer sur un bouton qui ferait défiler des diapositives pendant un spectacle, et ça serait son rôle? Et ainsi de suite. Alors, je n'ai pas le visage des gens auxquels vous parlez, mais la question, c'est toujours, qu'est-ce qui fonctionne chez la personne? Quelles sont les capacités? Alors, il y a une question aussi, puisque je parle des capacités, qui disait, est-ce qu'il existe des outils pour évaluer les capacités préservées, des échelles spécifiques? Je vais répondre à ça en disant deux choses. La première, il y a la grille des capacités qu'on vous a montrée. Elle n'est pas disponible, quoi qu'elle se balade sur Internet, donc je ne vais rien dire là-dessus, mais voilà, mais on la travaille énormément en formation et on invite quand même, on vous invite à la travailler avant parce que ça ne s'acquiert pas forcément en claquant des doigts. Donc, cette grille des capacités qui apprend à lister ce qui fonctionne. Et puis, on a développé, il y a maintenant 3 ans, avec le professeur Camp, une batterie d'évaluation des capacités préservées qui s'appelle la Montessori Assessment System, la MAS. On a fait une grosse étude scientifique, on l'a validée, on a publié l'étude dans une revue internationale. On devait la sortir, alors elle a été retardée plusieurs fois, et puis il était prévu qu'elle sorte. Cette fois, c'était bon, on avait un contrat avec un organisme qui s'occupait de tout produire et tout. Septembre 2020, elle était sur le marché, et la crise Covid a tout fait exploser, et le contrat a été annulé. Cette batterie, elle existe. Aujourd'hui, vous ne la trouverez pas. Elle demande du matériel, et on se bagarre, et on va continuer à se bagarrer pour trouver un éditeur qui pourrait la produire et la mettre sur le marché. Mais vraiment, pour les capacités préservées, partez de l'observation, sans test, sans rien, observez les gens, commencez à lister. Tiens, mais c'est vrai qu'il y a ça qui fonctionne, il y a ça qui fonctionne, et partez des toutes petites choses, un geste, un mot, des choses comme ça, et vous allez déjà changer beaucoup de choses là-dessus. Et pour ceux qui seraient intéressés aussi, je vois par rapport aux questions, sur notre site internet, il y a pas mal de vidéos qui sont en ligne. D'autres, alors certaines là qu'on vous a présentées ne sont pas à mettre en publication parce que les établissements nous ont autorisé à les utiliser pendant nos formations
mais pas à projeter partout. Mais sur notre site internet, il y a aussi des interviews de Cameron ou d'autres qui peuvent peut-être aussi vous permettre en équipe de se dire, bah voilà, j'ai suivi un webinaire là, il y avait deux hurluberlus qui parlaient un certain nombre de trucs, mais quand même, il y avait des choses, on pourrait peut-être l'essayer. Et dans ces cas-là, de leur montrer pour dire, bah, tiens, ça vous tenterait qu'on essaye quelque chose. On peut tester ça ou ça. Utiliser exactement les mêmes principes avec les équipes, non pas en imposant quelque chose, en disant, j'ai vu ça et je veux qu'on mette ça en place, parce que là, bah, vous allez aller au frontal et vous allez aller à l'opposition. Par contre, de dire, je suis pas sûre, mais peut-être qu'on pourrait essayer ça. Et vous allez voir en fin de compte que c'est, quand Jérôme disait un cercle vertueux, je pense que c'est un cercle vertueux. Quand on commence, on vous a dit à un moment pouvoir et vouloir. Quand vous commencez à demander à quelqu'un, est-ce que vous voulez bien m'aider ou est-ce que vous voulez ça? En fin de compte, ça change la dynamique plutôt que de dire est-ce que vous pouvez faire ça? Tout de suite, en fin de compte, même vous, essayez-les avec vos enfants, avec vos conjoints. Vous verrez juste déjà les petits effets qui bougent. Donc, vous pouvez en plus le transférer après à d'autres cercles. C'est terrifiant, ça me déchire vraiment fort. Il y a énormément de questions qui sont absolument passionnantes sur la question des ARS, sur la question de l'environnement, sur vraiment beaucoup de choses. Et on n'a pas le temps d'y répondre parce qu'il est 19 h et on voudrait juste voilà, terminer en vous disant au revoir avec 2-3 infos encore maintenant. Donc, désolé pour tous ceux à qui on n'a pas répondu. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas, mais on doit se tenir au timing. Absolument. Donc, on aura d'autres webinaires. Je vais y revenir dans un instant. On voulait vous dire que, voilà, et ça fait partie des questions qui ont été posées, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie d'en savoir plus sur tout ça, il y a des livres qui existent aujourd'hui en français. Des livres, on a participé à leur publication. Alzheimer autrement, c'est un livre qui a été écrit par notre équipe, par des professionnels de terrain. Coucou Shirley, mais coucou tous les autres aussi. Et voilà, des activités applicables qui peuvent être mises en place dans tous les contextes, que ce soit à domicile, que ce soit en institution. Vous trouverez énormément de ressources dedans. Alzheimer, une vie pleine de défis, c'est un livre qui a été écrit par le professeur Cameron Camp et traduit par mes soins et ceux d'une de mes collègues, mon cher binôme, coucou Joanie, qui est là, je le sais. Et c'est un livre qui apporte plein d'exemples concrets, plein de cas concrets et des solutions à tous les problèmes de comportement. Ces livres sont disponibles sur notre site internet, vous pouvez les y commander et ils sont publiés par l'éditeur ESF, vous pouvez les trouver là aussi. Alors, on a une autre info encore mieux, encore plus enthousiasmante, on vous le dit un petit peu vite, mais si vous voulez aller plus loin que ces webinaires qui ne peuvent pas répondre à toutes les questions, ce n'était pas l'objectif, on vous l'a dit, on a la grande joie de vous annoncer en avant-première, et vous êtes vraiment les premiers à être informés, qu'on a un nouveau bébé qui arrive là incessamment sous peu, c'est-à-dire 15 jours avant la fin du mois de novembre. C'est un module de e-learning, une formation en ligne adapté et basé sur les formations données par Cameron Camp, qu'on a traduit, qu'on a mis en forme, etc., qui vous permettra à votre rythme d'aller plus loin que simplement les modules là. Alors, ça ne remplace pas une formation sur le terrain, il faut être très clair. Ce n'est pas une formation pratique. Par contre, vous aurez énormément d'informations. Si vous voulez préparer des formations de terrain, si vous voulez en savoir plus, avoir des réponses aux questions que vous avez posées là, vous les trouverez dans cette formation en ligne. Et puis ceux qui ont déjà suivi la formation, j'étais en formation il y a un mois avant le confinement. Et une des soignantes me disait « Oh là là, ça ne va pas du tout, c'était 3 jours, on en veut plus, on en veut encore. » Mais pour ceux qui en veulent encore, vous aurez accès à la formation en ligne et vous recevrez en avant-première les informations puisqu'on a vos mails avec ce webinaire. On clôture en vous disant qu'on n'a pas fini en fait, on va terminer aujourd'hui. Mais il y en a d'autres. Voilà, on aurait pu en faire qu'un. Et puis, quand on a réfléchi à ces webinaires, on s'est dit qu'un seul, ce n'était pas assez, qu'on avait plein d'autres choses qu'on voulait partager. Et donc, la semaine prochaine, j'aurai la terrible mission de vous parler des impacts scientifiques de Montessori, à la fois les bases scientifiques de Montessori adaptées aux personnes âgées, montrer que ce n'est pas des idées qui sortent de la tête d'hurluberlu, un peu allumé et passionné comme nous ou Cameron Camp, mais vraiment que
tout ce qu'on présente dans Montessori a des fondements scientifiques forts, a été démontré dans des études, et c'est ce que je présenterai, c'est les études que je présenterai la prochaine fois. Et je vous parlerai un peu des études qui ont évalué les impacts de Montessori. Je vais J'ai parler beaucoup de... de messages qui circulent. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme c'est doux de lire vos messages. Et c'était un stress, on vous l'a dit au départ. Et de voir, on sait il y a plein de choses qu'on n'a pas dites. Et de voir vos commentaires, c'est vraiment très, très doux. Je rajoute juste par rapport à ce que Jérôme a dit, par rapport aux 3 webinaires, par exemple, là. S'il y en a qui ne sont pas inscrits aux autres, vous pouvez nous renvoyer un message sur Contact pour participer aux 3 autres, puisque c'est pareil, ils seront, on ne va pas les limiter. Donc, venez nous rejoindre, on essaiera peut-être de reprendre en plus certaines questions, etc., et de continuer à partager. Et on se sent soutenu quand on lit tous ces petits messages. C'était très doux. Et on pense bien évidemment à nos partenaires qui sont là, qui font des choses absolument magiques sur leurs différents territoires. Et c'est un long combat, mais quand on repart par rapport à ce qu'a dit Jérôme, quand on voit ce que cette femme a traversé, et j'ai un livre, j'essaye de le trouver, non, il n'est pas autour de moi, si, il est là. Il y en a qui ont envie de se faire plaisir pour aller chercher cette femme. Ce livre-là est une magie, et je vous assure que quand, je vous mettrai les coordonnées dessus, mais quand vous lisez le combat de cette femme, quand vous voyez ce qu'elle a traversé, enfin quand vous avez affronté Mussolini, Hitler et Franco, on n'est rien à côté. Donc, si on peut juste garder dans nos têtes le combat que ces humains particuliers ont mené, un Cameron Camp qui a défriché pour nous tous, il faut qu'on soit derrière pour pouvoir assumer le suivi, et surtout dans ces périodes-là. Donc, je vous assure que cette équipe de pépites et de colibris qui sont à GED, c'est des vrais révolutionnaires, et on ne baissera pas les bras, et je vous assure qu'on va s'investir pour faire bouger les lignes. Et avec Jérôme, on travaille depuis 10 ans ensemble, et je vous assure que l'énergie, elle est là parce qu'il faut qu'on fasse bouger les lignes. Il faut qu'on fasse bouger les lignes. Merci à tous et à toutes profondément. Merci de votre indulgence de nous avoir permis ces fluctuations et puis ce léger décalage. Profondément merci Jérôme d'avoir partagé ce temps de présentation, c'était un cadeau. Merci à toi Véro, on s'est bien amusé à le préparer, on flippait pas mal quand même, ce n'est pas un exercice auquel on est habitué, et donc merci pour vos messages qui nous motivent, et puis on vous dit pour celles et ceux qui en ont envie, à la semaine prochaine, à très bientôt, et on ne va rien lâcher, et on vous invite à rien lâcher, le monde en a besoin plus que jamais, et on sera là. Merci, belle et douce soirée à tous et à toutes, comme vient de le dire Mylène, et puis à très très bientôt. Prenez soin de vous surtout.